Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Le président de la République nommera un Premier ministre d'ici demain soir. Il s'y est engagé. Est-ce que vous avez fait le deuil d'un Premier ministre socialiste? Je vais vous répondre, mais permettez-moi de dire à votre antenne, expression populaire, ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi? Ras-le-bol de cette situation. Ça fait exactement un mois aujourd'hui que M. Lecornu a été nommé Premier ministre et la France a perdu un mois. Un mois de stabilité politique. Donc voilà, il faut mettre fin à cette mascarade. Donc c'est le premier d'entre nous, le chef de l'État, qui en décidera. Qui pour remplacer Sébastien Lecornu? Vous avez réclamé ces derniers jours un Premier ministre socialiste. Et ce matin, je continue à le réclamer au nom de la gauche de responsabilité dans laquelle le Parti socialiste a une place déterminante. Donc nous le réclamons parce que notre programme est clair. Nous voulons de la justice sociale, nous voulons de la justice fiscale, nous voulons de la justice écologique. Est-ce que M. Lecornu a répondu à tout cela? Il nous a entendus plusieurs fois. Est-ce qu'il va mettre en œuvre? Permettez-moi quand même d'en douter. Moi, mon Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont rassuré ou encouragé hier, en l'écoutant hier sur le plateau de France 2? Est-ce qu'il a répondu à la honte des dizaines de milliers d'étudiants qui vont quasiment tous les jours à la soupe populaire? Est-ce qu'il a répondu à la détresse de ces smicards, 5 millions de smicards dans notre pays qui survivent malgré leur travail? En tout cas, il n'a pas pu s'engager sur la suspension de la réforme des retraites. Alors justement, est-ce qu'il a répondu à l'angoisse de ce million de retraités qui vit en dessous du seuil de pauvreté? Il a laissé filer quelques idées sur les retraites pour répondre directement à votre question. Il nous a dit que le statu quo n'était pas possible. C'est déjà une petite victoire, puisque nous disons que ce n'est pas possible de laisser les choses en l'état, mais il n'a pas donné de piste. En fait, hier soir, nous avons vu non pas un Premier ministre démissionnaire, nous avons vu le négociateur désigné par M. Macron, qui a fait des propositions, mais dans ce vaudeville, ce mauvais vaudeville, le dernier acte va être signé par Emmanuel Macron, qui peut-être va désigner son 8e, vous entendez bien, 8e Premier ministre. Est-ce que vous l'avez senti candidat à sa propre succession, Sébastien? C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Vous entreriez dans un gouvernement Lecornu, un peu revisité, avec des engagements clairs sur quelques points seulement? Vous savez, nous réclamons une cohabitation. Donc, le fait d'être à Matignon, nous ne réclamons pas d'être dans un soutien sans participation et encore moins d'être dans une coalition. Et vous pourriez ne pas censurer un gouvernement Lecornu? Ah, mais on a toujours dit que la censure n'était pas pour nous compulsive, et encore moins la dissolution, et encore moins la destitution du président de la République. Même si nous prendrons nos responsabilités, et si elle devient incontournable, inéluctable, nous serons allés au combat. Simplement, ce que nous disons, c'est que la déclaration de politique générale, qui peut-être serait annoncée dès lundi prochain, au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, lui au Sénat en l'occurrence, eh bien, nous verrons ce qui sera annoncé. Nous avons vu M. Lecornu 3 fois officiellement. Entre-temps, il y a eu de multiples contacts téléphoniques, rencontres avec des ministres pour faire passer les messages. Aujourd'hui, la copie n'est que virtuelle. Ce que nous voulons, c'est des actes réels, non pas pour nous, non pas pour le Parti socialiste ou la gauche. Et vous dites toujours qu'on veut un Premier ministre socialiste. Est-ce que vous avez eu des signaux de l'Élysée depuis hier? Est-ce que certains d'entre vous ont eu des contacts avec l'exécutif? Pas à mon niveau. En tout cas, il ne nous a pas échappé que le silence de M. Macron était assourdissant. Peut-être que ce soir, dans un discours qui sera sûrement très beau, ça je n'en doute pas un seul instant, à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Robert Badinter, il laissera passer quelques messages subliminaux. Dans toutes les hypothèses, M. Macron a échoué en nommant M. Barnier. Il a échoué en nommant M. Bayrou. Il a échoué, dans les faits aujourd'hui, en nommant M. Lecornu. Il est en première ligne. C'est lui qui écrit finalement ces pièces qui tournent mal. Ça devient à chaque fois une tragédie. Mais ce n'est pas une tragédie pour les politiques, c'est une tragédie pour le pays. Il y a deux hypothèses que je voudrais balayer avec vous. À la fois l'hypothèse d'un gouvernement technique. Est-ce que c'est une solution qui serait adaptée à la France? Je ne sais pas ce que c'est qu'un gouvernement technique. Il peut y avoir, entre guillemets, des experts qui deviendraient ministres, mais à un moment donné, ils doivent rendre des comptes dans une république parlementarisée, et ils doivent rendre des comptes au Parlement. Parce qu'il faut faire des choix à un moment, plus ou moins d'impôts, bien sûr, plus ou moins d'économies. Donc c'est toujours le Parlement qui aura le dernier mot. Donc des techniciens qui ne comprendraient rien à la vie politique, c'est un non-sens.
qu'il y ait des... Mais avec un focus sur, par exemple, le budget, sur l'idée qu'il faut s'en résumer aux finances. Et pourquoi pas, par exemple, là, c'est vraiment des hypothèses, le directeur général du Trésor, le gouvernement de la Banque de France. Très honnêtement, j'ai jamais considéré que la politique était une profession. Mais il y a quand même des codes. Et il vaut mieux demander à des professionnels de connaître ces codes pour pouvoir durer. Alors, il y en a un qui a les codes, c'est Jean-Louis Borloo. Son nom revient depuis quelques heures sur une hypothèse. Non, pas du tout. Mais j'en revenais à la fiche de poste que vous veniez de dresser. Vrai. Vous l'avez connu beaucoup, y compris dans le nord de la France où vous êtes élu. À Valenciennes, oui. Qu'est-ce que vous dites de cette hypothèse? Est-ce que ce serait un profil qui pourrait vous amadouer? Déjà, les relations entre M. Borloo et M. Macron ne sont pas excellentes. Depuis notamment le fameux rapport Borloo sur le devenir de la politique de la ville rendu en 2017 à la demande de M. Macron et qui a été jeté à la poubelle. Il n'y a pas d'autre mot par le président de la République. Donc, ça pourrait satisfaire les LR qui demandent un Premier ministre qui n'est pas proche d'Emmanuel Macron. Alors, M. Borloo connaît parfaitement l'appareil d'État. Je connais parfaitement M. Borloo aussi. Et il est évident que ce n'est pas un perdreau de l'année, permettez-moi l'expression populaire. Il connaît la musique et il saura gérer des administrations centrales. Vous pourriez travailler avec lui? Jamais dans son gouvernement, s'il était nommé. Mais je sais que c'est quelqu'un qui, lui, renverserait la table, pour reprendre l'expression de M. Lecornu. Est-ce que M. Macron est prêt à rentrer dans une forme de cohabitation avec quelqu'un qui lui dirait moi, j'ai rien à te proposer, sauf à changer le pays de fond en comble? C'est la volonté de Jean-Louis Borloo. On s'est déjà croisé plusieurs fois dans les semaines précédentes. Ce serait un sacré pari. Mais j'ai envie de dire, lui qui est un nordiste au moins de cœur, j'aurais plutôt envie de dire chiche. Mais ce chiche, quoi qu'il arrive, ne remplace pas notre volonté initiale de gouverner ce pays. Je crois que c'est aujourd'hui non pas notre tour, mais nous sommes les mieux placés pour mettre en œuvre les politiques que nous pensons être les bonnes pour le pays. L'actualité est internationale également avec ce dossier très important. Donald Trump a affirmé que le Hamas et Israël avaient accepté la première phase de son plan de paix. Pensez-vous qu'il puisse se traduire réellement dans les faits avec la libération des otages opérationnels? Je l'espère pour les peuples israéliens, les peuples palestiniens. Nous avons toujours défendu la solution à deux États. Cette solution à deux États ne pourra s'imaginer, se construire, se mettre en œuvre que si le cessez-le-feu et une paix juste et durable se place au Proche-Orient. Le temps est venu, pour reprendre une expression maintenant consacrée, le temps est venu du respect, de la confiance. Et ça semble se concrétiser. Et je l'espère aujourd'hui d'un avenir meilleur pour ces deux peuples qui ont trop souffert. Une dernière question. Vous serez tout à l'heure, justement, à l'entrée au Panthéon de Robert Badinter, à suivre sur France 2 dès 17h. Vous avez connu l'homme. Quel souvenir vous avez de lui et qu'est-ce que ça vous fait, à vous, qu'il avait connu, de voir Robert Badinter entrer au Panthéon? Vous savez, j'ai une anecdote à vous confier. La dernière fois que j'ai vu Robert Badinter, c'était chez lui, il y a, je crois, 2 ans maintenant, dans son bureau, qui était un musée, un véritable musée, passionné de la Révolution française. Et en finissant l'entretien sur une proposition de loi que je voulais soumettre, il m'a dit « Mais venez voir, M. Kanner ». Il m'a sorti 2 documents. Un document originaux, un document signé par Danton, un document signé par Robespierre. Il m'a dit, regardez, Danton, une grande signature, très large, très belle. Robespierre, une petite signature, toute petite. Il m'a dit, voilà le caractère de ces 2 hommes, et je préfère Danton. Et on finira sur ces mots. Merci beaucoup, Patrick Kanner, d'avoir accepté notre invitation ce matin.